Booktube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un débrief un petit peu particulier. Donc pour ceux qui l'ignorent, le débrief, eh bien c'est un rendez-vous que j'ai instauré où je parle d'une série télé ou d'un film. Et parfois je fais des épisodes particuliers que j'appelle Movie vs Book, puisqu'il s'agit de comparer le livre à l'adaptation cinématographique qui a été faite. Aujourd'hui, on ne va pas comparer un livre à un film, on va comparer un livre à une série télé. Vous savez que j'ai découvert il y a quelques temps que Amazon avait son propre service de vidéo comme Netflix. Je répète encore une fois que je ne suis pas sponsorisée par Amazon pour faire cette vidéo. Et dans les séries qui étaient proposées, il y avait The Man in the High Castle, donc le maître du haut château en français, qui est en fait une série télé adaptée du roman de Philip K. Dick, Le maître du haut château. J'avais vraiment envie de voir cette série télé parce que le pitch m'intéressait énormément, puisqu'il s'agissait bien de la victoire des forces de l'Axe, donc le Japon et les Allemands, suite à la Deuxième Guerre mondiale, et voir un petit peu comment le monde avait évolué si cette horreur était arrivée réellement. Et c'est un petit peu l'histoire évidemment du livre, puisque comme je vous l'ai dit, la série est inspirée du livre. Dans le livre, on se retrouve dans les années 1968, donc 20 ans après la capitulation des forces alliées, donc des États-Unis, de l'Angleterre, etc., face à l'Allemagne et au Japon, et les États-Unis ont été divisés, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui forme le Troisième Reich américain, il y a une zone tampon qui se situe dans les Rocheuses, et la partie ouest des États-Unis, donc ce qui représente en gros la Californie, est dirigée par les Japonais et sont appelés les États pacifiques d'Amérique. Dans ce livre, on va suivre l'histoire du point de vue de plusieurs personnes. Donc il y a Robert Shildon, qui est un antiquaire qui vend des antiquités la plupart du temps aux Japonais et qui essaye de bien se faire voir d'eux. On le suit également du point de vue de Frank Frink, qui est un fabricant de fausses armes, qui va se reconvertir en fabricant de joaillerie et qui est juif et qui essaye évidemment de le cacher. On va également suivre son ex-femme Juliana, qui est dans les Rocheux et qui s'intéresse à un livre qui s'appelle Le poids de la sauterelle, écrit par un certain Abensen, qui raconte justement une issue de la guerre qui est totalement différente, où les forces alliées auraient gagné. Vous imaginez bien que ce livre est interdit dans le Troisième Reich, mais on peut le trouver du côté des Japonais. On suit également l'histoire du point de vue du ministre du Commerce Tagomi, et enfin d'un nazi qui s'appelle Wegener, mais qui se fait passer pour Baines et qui veut prévenir les Japonais d'un danger imminent qui viendrait du Troisième Reich. Autant vous dire que j'étais hyper enthousiaste à lire ce livre, parce que je me suis dit que pour une fois j'allais lire un classique. Alors oui, c'est pas le classique dans lequel on entend les classiques d'habitude comme Victor Hugo, Molière, Baudelaire. Mais il s'agit quand même d'un classique de la SF qui date de 1962. Et qui a remporté le prix Hugo en 1963. Donc il s'agit d'un roman SF qui est très connu et qui plaît énormément. Donc on peut dire déjà pour l'année 2017, même si je ne me suis pas fixée de résolution ou d'objectif, j'ai quand même lu un classique. C'est quand même bien, moi je trouve. Comme je vous le disais, j'étais hyper contente de pouvoir lire ce livre, mais malheureusement j'ai vite déchanté, parce que je me suis retrouvée dans un univers que je ne maîtrisais absolument pas. C'est-à-dire que l'auteur passe d'un personnage à l'autre, le récit est toujours raconté à la troisième personne, on commence l'histoire par Robert Shildon, le vendeur d'antiquités, puis on passe à Frank Frink, puis on passe à Juliana, et je ne comprenais pas où on voulait en venir en parlant de chacun de ces personnages. Chaque personnage avance à sa façon, les personnages n'ont pas de lien direct entre eux, même si il y a quand même des connexions qui sont faites. Le style d'écriture, je l'ai trouvé assez lourd et honnêtement, j'avais l'impression de ne pas avancer, qu'il ne se passait rien.
qu'on me racontait juste la vie de personnes lambda sans que je voie le but, le pourquoi, le comment, alors que moi j'avais vraiment envie d'avoir une vue globale de ce qui s'était passé après que eh bien, l'Allemagne et le Japon aient gagné la guerre. Même si c'est raconté voilà, de manière assez pic-ploc, un petit peu comme ça dans le bouquin. On reste déjà du côté japonais, on va pas du côté allemand, donc on imagine ce qui se passe, on sait très bien que tout ce qui est solution finale pour les juifs est toujours d'application, donc si vous êtes juif, il faut pas passer du côté allemand parce que c'est direct la chambre à gaz qui vous attend. On apprend qu'on a asséché la Méditerranée, on apprend qu'on a fait une extermination massive en Afrique, on apprend des choses ignobles qui se sont passées du côté allemand, et finalement, du côté japonais, on se dit que la vie, elle n'est pas si terrible que ça. Parce que les Japonais dans le roman, moi je les ai trouvés plutôt cool quoi. Ils sont pas tyranniques non plus comme le Troisième Reich. Résultat, puisque ma lecture était pas une grande réussite, eh bien je me suis dit, alors que je voulais vraiment lire le livre avant de commencer la série, eh bien je me suis dit que j'allais faire les deux en même temps. Ce qui fait que j'ai commencé à regarder la série alors que je commençais à lire le livre, et je me suis aperçue qu'on suivait déjà les mêmes personnages, ce qui m'a déjà rassurée. Donc le Robert Shildan, le Tagomi, donc le ministre du commerce. On suit également Wegener qui est en fait Baines, on suit Juliana, on suit Frank Frings. Il y a des différences puisque là Frank Frings et Juliana ne sont pas séparés, d'ailleurs ils sont pas mariés dans la série, mais voilà, ils sont pas divorcés en tout cas, ils vivent toujours ensemble. Le Poids de la sauterelle, donc le livre qui est interdit du côté du Reich allemand, et bien là ça devient une série de films qui sont interdits aussi bien par les Japonais que par les Allemands, qui sont vivement recherchés d'ailleurs. J'ai également trouvé que le côté japonais, donc les États pacifiques d'Amérique, était plus dur dans la série que dans le livre. Voilà, j'ai trouvé que les Japonais de la série étaient quand même un peu plus méchants que les Japonais ici. Voilà, pour ça ils étaient plus cool. Résultat, en suivant les deux, donc en regardant la série et en lisant le bouquin, je voyais les différences qu'il y avait entre les deux, je voyais les choses qui se recoupaient. Et ça m'a permis d'aller au bout du livre, et ce qui m'a permis de comprendre le bouquin, des choses que je n'avais pas du tout captées à la lecture, c'est la postface. Donc il y a une postface qui nous explique certaines choses que, honnêtement, moi, qui m'étaient complètement passées au-dessus, parce que comme je vous ai dit, on suit beaucoup de personnages, je voyais pas les liens, Et c'est vrai que j'ai lu ce bouquin à des moments parfois où j'étais assez fatiguée, donc pas très concentrée, donc résultat il y a des passages qui m'étaient complètement passés au-dessus, et je me suis dit zut, je suis vraiment passée à côté de certains trucs. Donc résultat, la postface m'a beaucoup aidée, et ce qui m'a aussi beaucoup aidée, il faut le savoir, c'est que Philippe K. Dick prévoyait d'écrire un second tome à cette histoire, mais cette fois-ci qui se situerait du côté du Reich allemand. Mais il n'a pas pu aller au bout parce que justement, raconter l'histoire du côté du Reich allemand, c'était parler d'horreur que lui ne pouvait pas. Voilà, il pouvait pas. Donc il n'a pas été au bout de ce projet, et donc ici j'ai les 2 premiers chapitres qui avaient été rédigés de ce second tome. Et je dois dire que ça passait bien, et ça a même mieux passé que le tome 1. Parce que là, je voyais vraiment dans quoi on allait. La postface m'a aussi beaucoup aidé à comprendre où l'auteur voulait en venir. On parle ici donc d'un roman uchronie. Donc une uchronie, c'est un roman où on part d'un point dans l'histoire qui change. Ici, ce qui change, eh bien, c'est par rapport à la tentative d'assassinat de Franklin D. Roosevelt qui, dans notre monde, a échoué. Eh bien, dans le monde du roman, ce fait a réussi, donc Franklin D. Roosevelt a été assassiné. Résultat, eh bien, les choses ne sont pas passées comme elles devaient se passer, les tentatives pour stopper l'Allemagne ont toutes raté, il y a eu la bombe atomique d'ailleurs qui a pété du côté des Américains et non pas du côté des Japonais. Enfin voilà, suite à cet événement, donc à la mort de Franklin D. Roosevelt, alors que dans notre monde ça n'était pas comme ça,
eh bien on arrive à une histoire qui est totalement différente. Et ce qui est particulier encore ici, c'est qu'on a une uchronie dans une uchronie, puisque le poids de la sauterelle raconte une histoire où ce sont les alliés qui gagnent la guerre, mais qui n'est pas à notre monde. Alors c'est pour ça que je vous ai dit que moi j'étais complètement paumée, c'est que dans le poids de la sauterelle, on vous dit que les grands gagnants de la guerre, c'est les Britanniques. Et le point récurrent en fait qu'il y a entre les trois, donc entre notre monde, le monde de Philip K. Dick et le monde du poids de la sauterelle, c'est qu'on remarque qu'à chaque fois dans chaque histoire il y a une sorte de guerre froide qui oppose deux grandes puissances. Dans notre monde c'était les États-Unis avec la Russie, dans le monde de Philip K. Dick, eh bien c'est le Troisième Reich avec le Japon, puisque le Troisième Reich a des ambitions vis-à-vis des Japonais qui ne sont pas très louables, j'ai envie de dire. Et dans le poids de la sauterelle, eh bien il y a une sorte de guerre froide entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Enfin voilà, donc dans chaque monde on s'aperçoit que ce qui suit, dans les trois c'est toujours la même chose. Et ce qui est encore magnifique, c'est qu'il y a une incursion de notre monde dans le roman, mais ça je ne vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas non plus envie de vous spoiler. Mais voilà, c'est un roman qui finalement vous fait beaucoup réfléchir par rapport à la réalité, puisqu'il y a également un livre qui est mis en avant dans ce roman, qui est un livre japonais qui s'appelle le Yiking, et ce livre on s'en sert pour essayer de deviner, de voir ce que l'avenir nous réserve, et ce livre est censé dire la vérité, et donc la vérité qui est donnée à la fin du roman est assez percutante et donc nous fait réfléchir sur notre propre monde. Voilà, je ne vous en dirai pas plus par rapport au roman. Honnêtement, je suis très mitigée par rapport à ma lecture parce que j'ai trouvé le style très lourd, j'ai trouvé l'histoire hyper ennuyeuse, moi j'ai pas trouvé qu'il se passait énormément de choses. Je vous dis suivre ces petits clampins chacun de leur côté, je voyais pas l'histoire avancer, en tout cas je la voyais pas avancer des masses, et donc eh bien ça a un petit peu gâché ma lecture parce que je m'attendais à mieux, je m'attendais à être éblouie par ce roman et je l'ai pas été, donc et j'ai l'impression d'être un petit peu passée à côté, mais je suis néanmoins contente de l'avoir lu. Au moins j'ai lu un classique, au moins je peux dire voilà, j'ai lu Le Maître du Haut Château, donc je suis quand même fière de moi. On va passer maintenant à la série télé qui est donc The Man in the High Castle, qui est donc diffusée sur Amazon Prime Video. Donc il faut savoir que pour le moment il y a une saison, je ne sais plus si c'est 10 ou 13 épisodes, et que la saison 2 va être mise en ligne à partir je pense du 10 février. Alors autant je suis mitigée sur le livre, autant la série est un énorme coup de cœur. Honnêtement, je kiffe la série. Même si elle montre des États pacifiques d'Amérique plus durs que dans le livre, donc avec des Japonais qui appliquent les règles du Troisième Reich, notamment en ce qui concerne les Juifs. Il y a des scènes qui sont, même si on ne les voit pas, qui sont psychologiquement assez choquantes. On retrouve les mêmes personnages mais qui vont évoluer d'une manière assez différente que dans le roman, qui parfois vont suivre le même chemin. J'ai eu une lecture en fait beaucoup plus facile, beaucoup plus claire, beaucoup plus précise en suivant les personnages dans la série que je ne l'ai eu dans le livre. Là, je vois vraiment de l'horreur, je vois vraiment ce qu'aurait pu être le monde si Hitler avait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est une lecture qui est beaucoup plus claire, qui est également beaucoup plus large, parce que la série ici ne se limite pas à nous montrer uniquement des personnages du côté donc le japonais, mais on voit également le Troisième Reich, donc du côté de l'Amérique, où là j'ai pas l'impression qu'il y ait une bombe atomique qui ait frappé New York, puisque beaucoup de scènes se passent à New York, donc voilà, il y a des choses qui changent. On suit des officiers du Troisième Reich, il y a des rebondissements dans l'histoire qui n'ont pas lieu dans celui-ci. Les personnages sont, je trouve, puisque là on les suit vraiment,
et de manière beaucoup plus approfondie. Je trouve qu'ils sont plus profonds justement que dans le livre. Dans le livre, je ne me suis attachée à aucun des personnages, vraiment pas, que ce soit Juliana, que ce soit Frank, que ce soit Tagomi. J'en ai pas préféré un, il y en a pas un qui s'est détaché du lot, alors que dans la série, je suis hyper attachée à Frank, je suis hyper attachée à Juliana, je suis hyper attachée à Joe, qui est un personnage vraiment très particulier, vous verrez, je ne vous en dirai pas plus. J'aime beaucoup le ministre du commerce Tagomi, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment passionnant à suivre, parce qu'on sent des luttes en lui-même, on sent qu'il voit des injustices qui sont faites, on sent qu'il n'est pas non plus très à l'aise dans ce monde dans lequel il vit, avec la politique qui est menée notamment par le chef de la sécurité, qui est un personnage qui n'apparaît pas du tout dans le livre, mais qui est assez méchant dans la série. Enfin bref, j'ai un kiff total pour la série. D'habitude, je vous dis, je préfère le livre aux adaptations qui en sont faites, mais là, la série est d'une telle qualité que je ne peux que vous la recommander. Il y a des points qui se rejoignent, c'est-à-dire que par certains éléments, on s'éloigne vraiment de ce qui est raconté dans le livre. Et il y a d'autres points où je me disais, tiens, est-ce que ce point-là, cet événement qui est arrivé dans le livre, qui est un événement important et que en plus je n'avais pas tellement capté à ma première lecture, mais que j'ai relu après avoir lu la postface, je me suis dit, tiens, ça c'était un élément hyper important du livre, est-ce qu'on va le retrouver dans la série? Et puis oui, cet élément arrive, je le vois, et en plus en season finale, donc vous imaginez, on se termine là-dessus, et je me dis, oh my god, je veux cette saison 2. Et elle arrive le 10 février, je vais pouvoir la regarder sur Amazon Prime. Donc je suis vraiment très enchantée par cette série. Donc si vous avez envie de lire le livre, moi je peux que vous le conseiller, hein. C'est une... c'est une expérience de lire un classique de la SF, évidemment, même si moi je ne ressors pas enchantée par cette lecture parce que je l'ai trouvée vraiment chiante. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors que la série télé qui raconte à peu près la même chose que le livre, je la trouve passionnante, je la trouve hyper bien faite. Il y a des rebondissements, il y a de la trahison, il y a des... voilà, c'est une série que j'adore. D'habitude, je suis plus sur des séries fantastiques, des séries un peu plus rigolotes. Là, on est vraiment dans du drama pur, sur quelque chose d'historique, et je prends un pied fou à regarder. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné au moins envie de regarder la série télé si vous n'avez pas envie de lire le livre. Honnêtement, moi qui vous conseille toujours de lire les bouquins avant de commencer à regarder une série, là je sais pas si c'est vraiment utile parce que, comme je vous l'ai dit, tous les éléments importants du livre se retrouvent dans la série et se retrouvent expliqués de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus lisible. Moi je vous dis, j'ai vraiment eu une lecture de la série beaucoup plus facile par rapport au livre, et je regrette pas en fait finalement d'avoir lu le bouquin en regardant la série, parce que ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de celui-ci, parce que honnêtement j'ai eu envie de l'arrêter à plusieurs reprises. Et voilà, je suis arrivée au bout, j'ai quand même lu mon classique. Je vais quand même essayer d'en lire d'autres, dans genre j'ai envie de lire 1984 par exemple. Pourquoi? Parce que c'est un roman qui est en train de reprendre, je ne sais pas si vous avez vu le journal, mais il y a beaucoup de gens qui achètent pour le moment 1984, surtout aux États-Unis. On se demande pourquoi et à cause de qui, n'est-ce pas? Enfin voilà, donc je pense que c'est quand même des livres qui sont hyper importants pour nous faire réfléchir, et surtout par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement. Et comme je vous dis, je vous recommande la série, donc The Man in the High Castle. Si vous n'avez pas envie de lire le livre, tant pis, ne le lisez pas. Si vous avez envie de faire comme moi l'expérience de lire le livre et de voir la série, faites-le. Mais en tout cas, un truc de sûr, c'est qu'il faut voir la série parce qu'elle est comme ça.
Et bien voilà, j'en ai terminé maintenant avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi, vous avez regardé The Man in the High Castle, donc la saison 1, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu le roman de Philip K. Dick, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis, qu'il soit bon ou mauvais. Voilà, j'attends vos avis avec impatience pour pouvoir en discuter. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et sur ma page Facebook, donc c'est chaque fois Jess Livre Addict, pour suivre toutes mes actualités et ne manquer aucune vidéo si vous n'avez pas envie de chipoter avec cette petite cloche énervante. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!